Les classes grammaticales ou la nature des mots. Pourquoi apprendre à distinguer les différentes natures des mots? La première raison est d'ordre pratique. Savoir écrire des phrases, des textes, c'est savoir enchaîner des mots, c'est-à-dire les mettre en relation. Si on ne connaît pas la nature d'un mot, on ne sait pas bien le relier aux autres, l'accorder ou le conjuguer, le placer correctement dans la phrase. Il ne s'agit pas d'orthographe seulement, de savoir maîtriser un code, mais bien de parvenir à un sens. Confondre un adjectif de couleur avec un participe passé, cela peut donner cela, la couleur qui tue. Ou cela, l'inflammation qui rend soudain plutôt bête. Ce qui risque de devenir rapidement gênant. Mais aussi, lorsqu'on lit une phrase ou un texte sans reconnaître les classes grammaticales, c'est un peu la même chose que lorsqu'on regarde une forêt en ignorant tout des essences des arbres. On peut dire que c'est beau. Mais en dehors de cette appréciation personnelle, on ne voit pas la particularité de cette forêt. Où se situe-t-elle? Est-elle ordinaire ou extraordinaire? Est-ce qu'une essence rare ne se cache pas à nos yeux qui ne distinguent aucun arbre précisément au milieu d'arbres plus communs? Au contraire, n'est-elle pas menacée? Nous regardons une image agréable, mais nous ne voyons rien. Lire un texte sans voir les mots qui le composent, c'est un peu la même chose. Regardons quelques vers d'un poème d'Yves Bonnefoy. Une pierre. Plus de chemin pour nous, rien que de l'herbe haute. Plus de passage à gué, rien que la boue. Plus de lits préparés, rien que l'étreinte, à travers nous, des ombres et des pierres. On peut aussi exprimer à cette lecture une émotion, une tristesse ou une inquiétude, mais si on veut commencer à comprendre pourquoi on ressent cela, sans seulement redire quelques passages du texte qui nous paraissent le justifier, il faut être capable d'identifier des mots. Par exemple, apprécier le fait qu'il n'y a pas de verbe, que toute action est absente, ou que plus de et rien que ont en commun d'être des adverbes, que si l'un achève quelque chose, le second, rien que, malgré son apparence négative, affirme une présence. Remarquez encore le seul adjectif, haute, donné à l'herbe, ou la préposition à travers, introduisant le pronom nous, qui ne désigne personne précisément ici, et qui s'immisce entre l'étreinte et les ombres. Donc, d'abord pour s'exprimer, ensuite pour analyser l'écrit, il est nécessaire de connaître ces classes de mots. Je vais vous présenter ces classes de mots en les distinguant les unes des autres, mais sans m'arrêter au nom des sous-classes. Il ne s'agit pas d'un travail d'étiquetage. Il est primordial de savoir si un mot est un nom ou un verbe, un déterminant ou un pronom, par exemple. Une fois que cet essentiel est bien fixé, il est plus aisé d'en préciser les nuances. Combien y en a-t-il? 10. 5 classes décrivent les mots variables, qui changent dans leur relation avec les autres, et 5 autres, invariables, qui ne changent pas. Par exemple, Alice et vive ne signifie rien. Et est un mot de liaison invariable, est un verbe qui attribue une qualité à Alice. Quelles sont les 5 classes de mots variables? Je vous propose une courte phrase clé pour les retenir. Le petit enfant nous regarde. Cette phrase comprend 5 mots différents appartenant chacun à une classe différente. Enfant. Ce mot sert à désigner les êtres et les choses, ou les concepts, qui sont des représentations dans l'esprit des choses, abstraites, comme les valeurs et les sentiments. C'est un nom. Voici des noms. Alice, ville, liberté, le lever du soleil, les jeunes. Le nom sera nécessairement très présent dans les textes étudiés. Il importera alors d'en analyser les thématiques dominantes dans le vocabulaire, les champs lexicaux. Mais il sera aussi utile de repérer si les noms sont plutôt concrets, ville, ou abstraits, liberté,
Individuel, les enfants, ou collectif, la foule. Animé, l'arbre, ou inanimé, la pierre. Comptable, le nuage, ou non comptable, du brouillard. Non pas pour chaque mot, mais en identifiant ces différents noms, on peut repérer qu'une de ces catégories domine, et alors des remarques peuvent s'imposer. Le concret pour une description, l'abstrait pour une rêverie, une méditation ou une réflexion, le collectif pour exprimer des opinions, ou alors justement des emplois inattendus, l'individuel pour une réflexion, le concret pour exprimer un sentiment. Regarde. Ce mot exprime une action ou un état accompli par un nom ou un pronom. C'est un verbe. Courir, donner, penser, être, ce sont des verbes. Distinguer ces différents verbes sera très souvent utile à l'exploration du sens du texte. Beaucoup de verbes d'état, être, paraître, avoir l'air, c'est un portrait peut-être. Une accumulation de verbes, c'est une succession d'actions alors. Est-ce que les noms qui dirigent ces verbes sont aussi nombreux, ou un seul pronom a-t-il en charge tous ces verbes? Sur lequel de ces deux éléments essentiels l'auteur veut-il attirer notre attention? Le précise le nom qui suit, son genre, son nombre, s'il est connu ou pas, son appartenance à quelqu'un et d'autres nuances encore. C'est un déterminant. Un enfant, une enfant, mon enfant, cet enfant, deux enfants, quel enfant. Bien évidemment, ces déterminants vont être essentiels pour le sens d'un texte. Tous ces enfants ne sont pas ces enfants. Les déterminants indéfinis peuvent apporter une impression de flou, d'imprécis, d'indéterminé. Les déterminants définis nomment des éléments connus ou font une généralisation. Petit. Ce mot caractérise, c'est-à-dire décrit, les noms ou les pronoms. C'est un adjectif qualificatif. Haut, triste, aimé, aimant sont des adjectifs ou des participes employés comme tels. En analyse de texte, l'adjectif qualificatif et les participes adjectifs caractérisent la description ou le portrait. Nous. Ce mot désigne des personnes ou bien remplace un nom. Pro signifie à la place de, comme dans l'expression un proconsul. C'est un pronom. Il nous regarde, il les regarde, il regarde les siens, celui-ci, quelques-uns, ceux qui. Les pronoms servent à déterminer la situation d'énonciation. La présence d'un narrateur se repère au pronom de première personne. Je, me, le mien, nous, le nôtre, par exemple. Parmi ces 5 classes variables, une erreur importante à ne pas commettre est de confondre le mot qui remplace le nom avec celui qui le désigne. Le déterminant apporte des nuances de sens importantes, mais cela n'est pas la même chose que d'être un équivalent du nom, qui est le constituant essentiel avec le verbe de toutes les phrases. Cela serait confondre la porte qui s'ouvre avec celui qui entre. Les 5 classes invariables. Parmi les 5 classes grammaticales de mots invariables, 3 sont des mots-outils qui vont servir à introduire ou à relier. Poursuivons notre phrase clé. Le petit enfant nous regarde en souriant et soudain en appartient à une classe grammaticale qui sert à introduire un complément. C'est une préposition. Pré signifiant devant. Ce complément peut être un nom, un pronom, un verbe à l'infinitif ou au participe. À midi, dans sa poussette,
par amusement, pour nous faire plaisir. C'est la catégorie de mots qui va créer toutes les relations grammaticales, on dit aussi syntaxiques, dans la phrase. Elles vont abonder dans les descriptions pour situer les différents aspects décrits les uns par rapport aux autres, mais aussi dans les scènes d'action pour en préciser les circonstances. Et cette classe grammaticale relie les mots ou les groupes de mots. Son nom signifie joindre ensemble. C'est la conjonction. Elle permet d'ajouter un élément d'information nouveau ou de poursuivre dans un nouvel espace la phrase commencée. Par exemple, mais, soudain, ou en pleurant. Donc, nous sommes contents. Car il est content. Mais aussi, quand il est content, parce qu'il est content, bien qu'il est très fin. À ces deux catégories, dont la seconde comprend de nombreuses formes, on ajoute dorénavant des adverbes de liaison. En effet, il est content. Alors, nous sommes contents. Même si ces mots ont des caractéristiques un peu différentes, par exemple, ils peuvent avoir une place variable dans la phrase, on peut retenir aussi leur rôle de liaison. Un texte qui comporte de nombreuses conjonctions s'efforce de relier les propositions les unes avec les autres. Il peut s'agir d'une réflexion ou d'un récit, d'une action. À l'inverse, l'absence de conjonction, en refusant tout lien entre les propositions, crée un ensemble morcelé, fragmenté, qu'il va nous falloir relier nous-mêmes. Soudain. Ce mot modifie le sens d'un adjectif qualificatif, d'un verbe ou d'un autre adverbe. Il peut aussi modifier le sens d'une phrase entière. C'est un adverbe. Par exemple, soudain, il dit soudainement. Il ne dit rien. Très souriant. Oui, il sourit. C'est bien. Les nuances apportées par les adverbes sont essentielles. Dans ce texte de Maupassant, il révèle une grande part du regard ironique du narrateur. Oh! Ce mot sert à exprimer une émotion. Étonnement, joie, déception, dégoût, etc. C'est le fait d'une intention. Il est riche de sens. Par exemple, oh! Admiration, hélas, regret, eh bien, surprise. Hurrah! Joie. Incompréhension. Bonjour, vœu de bonheur. Il est fréquent dans les dialogues, directs ou intérieurs, et dans la poésie lyrique, qui exprime des sentiments personnels. Dans ce texte de Maupassant, Tade-Brut exprime la colère, en voilà un animal, le dépit. Arreux. Ce mot sert à restituer un effet sonore, un bruit, un cri d'animal. Il n'exprime aucune émotion particulière, c'est une onomatopée. Par exemple, pour le français, clic pour une photo, tut pour un klaxon, bé pour un mouton. Fréquentes dans la bande dessinée, les onomatopées apparaissent aussi dans un récit, au sein des dialogues, ou pour simuler la présence d'un animal, par exemple. Pour finir, on se résume. La phrase clé pour mémoriser les 10 classes grammaticales. Le petit enfant nous regarde en souriant et soudain, oh, il dit arreux. Les 10 classes sont donc les suivantes. Le déterminant, petit adjectif, enfant nom, nous pronom, regarde verbe, en préposition, et conjonction, soudain adverbe, oh interjection, arreux
Onomatopée.